Le pilote le plus talentueux du pays fait tomber amoureuse de lui une princesse quelques jours avant le mariage. Le monde est ravagé par une guerre longue et amère entre l'Empire Levant et l'Imperium Amatsukami, situé aux extrémités opposées d'un vaste océan. Dans ce monde de guerre, Charles Corino n'est qu'un gamin des rues fuyant ses poursuivants. Il essaie de leur échapper en courant à travers les ruelles, mais finit par se retrouver devant une impasse. C'est là que les garçons le coincent et commencent à le battre sans relâche avant de lui prendre le peu d'argent qu'il possède. La seule raison de cette haine est que Charles est un bâtard, une personne de sang mêlé. Son père était de l'Empire Levant tandis que sa mère était d'Amatsukami, ce qui fait qu'il est toujours la cible d'abus raciaux. Alors qu'il est allongé sur le sol après avoir été battu, Charles regarde le ciel et la vue des majestueux avions de chasse volant au-dessus de lui donne le désir d'être libre. Il tend la main vers le ciel, espérant le saisir un jour. De nombreuses années plus tard, une grande fête est organisée pour le prince Carlo de l'Empire Levant, qui rend visite à la petite mais prestigieuse famille d'El Moral située près du territoire d'Amatsukami. Tous les nobles présents à la fête se rassemblent autour du prince pour parler du long voyage qu'il a entrepris pour venir ici à cette occasion spéciale. Soudain, deux officiers militaires traversent la foule et se présentent devant le prince Carlo. L'un d'eux salue le prince en se présentant comme Domingo, le commandant du bataillon oriental de l'Empire Levant. Alors que Domingo parle avec enthousiasme à Carlo, la porte derrière s'ouvre et l'attention de tous se porte sur la princesse Fauna de la famille d'El Moral qui fait son entrée. Carlo est frappé par la beauté éthérée de Fauna, qui est ensuite escortée par son père pour rencontrer le prince. Fauna salue le prince, qui lui sourit et lui dit que c'est le moment qu'il attendait depuis si longtemps. Carlo commence à réciter des poèmes pour louer sa beauté puis s'agenouille devant elle pour lui demander sa main. Tout le monde est ravi d'entendre cela et Fauna regarde son père pour obtenir la confirmation finale. Dès qu'il hoche la tête avec bonheur, elle prend la main de Carlo et accepte sa demande en mariage, entourée des applaudissements des invités. Carlo promet de rendre Fauna heureuse et de répandre cette joie parmi leur peuple. Cependant, il croit que cela ne sera pas possible tant qu'ils seront en guerre avec l'Empire Amatsukami. Carlo demande à Fauna d'attendre juste une année et promet que pendant ce temps, il vaincra les Amatsukami et apportera la paix. Carlo part bientôt dans son hélicoptère royal et le père de Fauna lui dit que dans un an, elle deviendra la future impératrice de l'Empire Levant et que leur famille trouvera la stabilité et le pouvoir. Cependant, même après une année écoulée, la guerre continue. L'une des servantes de Fauna se plaint de la promesse inutile de son fiancé, mais l'autre servante croit que le prince Carlo n'oubliera jamais sa promesse. Il envoie des lettres à Fauna tous les jours et les deux servantes s'accordent à dire qu'il est une personne gentille et honnête. Malgré leurs paroles, Fauna ne ressent rien de spécial pour le prince. Il est bientôt temps pour elle d'aller se coucher et ses servantes prennent congé. Elle reste allongée dans son lit, incapable de dormir, puis se lève pour prendre un peu d'air frais. Elle ouvre les fenêtres et soupire en regardant le paysage paisible de sa ville. Soudain, elle aperçoit la silhouette de quelques avions devant la lune et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, les avions commencent leur assaut. Ils larguent des bombes sur le palais, détruisant les bâtiments un par un. Fauna est indemne, mais elle remarque que la résidence de son père est en flammes. Elle crie à son père quand soudain ses servantes arrivent et lui disent de s'échapper car la force aérienne d'Amatsukami les a attaqués. Les servantes traînent Fauna loin de la fenêtre de force et elle tombe par terre juste au moment où des avions ouvrent le feu sur eux. Tout dans sa chambre est criblé de balles et après avoir été satisfaits de leurs résultats, les avions d'Amatsukami se retirent. Les servantes de Fauna arrivent à la porte de sa chambre, ou du moins ce qu'il en reste. Elles essaient d'ouvrir la porte en appelant le nom de Fauna et elle s'efforce de se lever de dessous les deux servantes. Elle regarde autour d'elle pour voir le paysage en flammes qui était autrefois un foyer paisible il y a quelques minutes à peine. Le désespoir et le chagrin s'emparent de son cœur alors qu'elle voit les ruines de sa maison et les servantes essayant de fuir l'incendie. Bientôt, un enterrement est organisé pour le père de Fauna et tandis que tout le monde lui rend un dernier hommage avec un cœur lourd, le majordome en chef parle avec le commandant Domingo qui révèle que la force aérienne d'Amatsukami visait la princesse Fauna. Il croit qu'en tuant Fauna, les forces d'Amatsukami briseront le moral des troupes de l'Empire Levant. C'est pourquoi Carlo leur a envoyé une mission spéciale pour amener Fauna à lui immédiatement avant que d'autres tentatives sur sa vie ne soient faites. Domingo assure le majordome qu'ils garantiront la sécurité de la princesse et le vieil homme est content que Fauna puisse enfin être avec son fiancé. Non loin de là, un jeune pilote de la force aérienne de Levant est poursuivi par un avion ennemi. Il essaie de s'échapper de l'ennemi en changeant brusquement de direction, mais son ennemi est très habile et possède même un avion de chasse plus avancé, il le suit donc facilement. Ne voyant pas d'autre choix,
le jeune pilote active le mode surpuissance de son avion et s'échappe dans les épais nuages devant lui. Il pense être en sécurité maintenant, mais juste au moment où il sort des nuages, le navire ennemi est derrière lui. Il ouvre le feu sur l'avion du garçon, le détruisant quelques instants après qu'il soit sorti du cockpit. Ce n'était qu'un rêve que notre héros Charles Corino faisait et il se réveille en sueur. Son ami Jock lui dit d'arrêter de rester allongé car l'appel de réveil a eu lieu il y a des heures. En se levant, tenant sa tête, Jock se rend compte qu'il a encore fait un cauchemar où son avion est abattu. Charles a réalisé son rêve d'enfance de saisir le ciel et est devenu un pilote mercenaire affilié à la force aérienne de Levant. Cependant, la force aérienne d'Amatsukami est plus avancée que celle de Levant, c'est pourquoi il a perdu un combat plus tôt, ce qui lui cause des cauchemars constants. Charles et son ami Jock vont déjeuner après cela, où Jock le console en lui disant qu'il est allé contre le modèle d'avion de chasse ennemi le plus avancé, surnommé le nouveau type, donc il était évident qu'il perdrait malgré ses grandes compétences. Jock remarque que même survivre après avoir été abattu est un exploit remarquable que seul quelqu'un comme Charles pourrait accomplir. Soudain, deux hommes jettent leurs vêtements sales sur la tête de Charles, lui disant de manger plus tard et de les laver d'abord. Jock s'emporte contre eux et les garçons lui demandent pourquoi ils traînent avec un bâtard. Jock est sur le point de se battre, mais Charles l'arrête. Pour laver les vêtements car il est habitué à faire ce genre de choses. Les deux garçons le taquinent en disant qu'il connaît sa place. Puis, Jock se lève pour se battre, mais soudain, un lieutenant arrive à la recherche de Charles. Charles salue le lieutenant qui lui dit de se rendre immédiatement au bureau du commandant. Tandis que Charles suit le lieutenant, les intimidateurs d'avant sont jaloux que le commandant ait demandé à le voir personnellement. Une fois Charles dans le bureau, le commandant Domingo lit ses documents. Il est aussi raciste que n'importe qui dans ce monde et appelle Charles un rabatard. Il lui demande comment il a survécu dans les rues. Ses deux principales hypothèses sont le vol ou la mendicité. Cependant, Charles lui dit qu'à l'âge de 7 ans, il est venu au terrain d'aviation pour du travail informel et a appris à piloter en observant les autres. Domingo l'appelle un rat et un voleur pour avoir volé la connaissance des autres avec ses yeux, mais le lieutenant d'avant affirme que Charles est leur meilleur pilote, tant en nom qu'en compétence. Domingo informe alors Charles qu'il a pour mission de transporter un membre de la famille royale de son pays à l'Empire Levant. Il doit voler en solo sans garde et la majorité de son itinéraire sera au-dessus de la mer. Charles admet que cela peut être difficile de traverser les lignes ennemies seul, mais il peut rendre cela possible. Domingo demande au lieutenant d'apporter une carte et demande ensuite à Charles d'expliquer quel itinéraire il compte prendre. Charles explique qu'il prendra la route la plus courte et s'arrêtera 3 fois en chemin pour ravitailler son avion. Cependant, si l'ennemi déploie les avions de chasse de type nouveau, il serait difficile de leur échapper. Le lieutenant révèle que pour cette mission, il va piloter le dernier modèle de navire aérien de leur force aérienne. Il explique que le modèle Santa Cruz est le navire le plus rapide de leur flotte, capable d'atteindre des vitesses de plus de 600 km/h, ce qui n'est pas assez rapide pour le nouveau type, mais c'est mieux que tout le reste. Charles est surpris par cette nouvelle et Domingo lui demande s'il a besoin de quelque chose d'autre. Il explique que la force aérienne d'Amatsukami pourrait l'attaquer dès qu'il franchira leurs frontières, mais Domingo lui assure que toute leur flotte agira comme un leurre pour garantir son départ en toute sécurité. Ensuite, il informe Charles que sa mission est d'escorter la princesse Fauna jusqu'à son futur époux Carlo. Charles pense que c'est une trop grande responsabilité pour lui et remarque que la flotte spéciale serait mieux adaptée à ce travail. Cependant, la flotte spéciale a déjà été anéantie et cela préoccupe Domingo depuis tout ce temps. Il s'emporte en disant que si la nouvelle de l'anéantissement de la flotte spéciale se répand, l'Empire Levant deviendra la risée du monde. C'est pourquoi il est primordial que Charles réussisse à amener Fauna à un point de rendez-vous d'où le dernier navire survivant de la flotte spéciale l'emmènera à la capitale. En faisant cela, ils garderont la princesse en sécurité et redoreront la réputation de la flotte spéciale aux yeux du monde. Domingo lui demande s'il peut le faire et après avoir réfléchi un moment, Charles accepte la mission. Il est libéré jusqu'à de nouvelles instructions, mais Domingo n'est pas content d'avoir dû confier la vie de la future impératrice entre les mains d'un bâtard. Plus tard dans la journée, les amis mercenaires de Charles organisent une fête pour lui avoir obtenu une si grande mission, mais il est assez incertain quant à cette mission. Ils lui assurent que s'il y a bien quelqu'un qui peut réussir, c'est lui, et ils promettent d'agir comme dès lors parfait pour lui. Le lendemain matin, tout le monde se prépare pour l'action et Domingo explique le plan d'action. Ensuite, il demande à tout le monde d'être prêt à leur poste et demande à Charles de le suivre. Domingo dit à Charles de ne pas contaminer la princesse par sa présence et de ne répondre que par oui ou non chaque fois qu'elle lui parle. Charles répond simplement oui à ses ordres insultants.
Domingo entre alors dans la pièce où la princesse Fauna attend son transport et présente Charles comme l'homme chargé de la transporter jusqu'à la terre ferme de Levant. Charles et Fauna se regardent un moment et ils se rappellent qu'il l'a rencontré pendant leur enfance. Domingo commence à parler avec un majordome et d'autres personnes et envoie Charles dehors, mais avant qu'il ne parte, le lieutenant lui dit qu'il y a un cadeau de bonne chance pour lui dans son avion. Charles le remercie, le salue, puis sort où des mécaniciens font les dernières retouches au Santa Cruz. Charles l'admire un moment, puis s'installe dans le cockpit où il trouve une bouteille de whisky de qualité que le lieutenant a laissée pour lui. Il entend soudain les mécaniciens se disputer avec quelqu'un en bas et découvre que les domestiques de Fauna insistent pour mettre les bagages lourds qu'ils ont préparés pour son voyage en toute sécurité. Le mécanicien essaie de les convaincre que cela ralentira le vol, mais les domestiques soutiennent que ce sont tous des articles essentiels dont la princesse ne peut se passer. Le mécanicien regarde Charles, qui n'a pas d'autre choix et décide de garder tous les bagages. Bientôt, Fauna arrive également, portant correctement son équipement de sécurité. Domingo l'aide à s'asseoir et elle attache sa ceinture de sécurité tandis qu'il ferme la porte. Il dit ensuite à Charles que l'échec n'est pas une option avant de descendre. Charles allume le moteur et vérifie que toutes les pièces essentielles fonctionnent correctement. Les mécaniciens lui donnent leur approbation et retirent ensuite les cales mises en place pour empêcher l'avion de bouger. Charles décolle avec tous les militaires saluant son avion tandis que les domestiques souhaitent à leur princesse un voyage en toute sécurité. L'avion décolle rapidement, survolant la belle ville en dessous. Fauna jette un dernier regard aux ruines de sa maison avant que l'avion ne survole la mer. Charles contacte Fauna avec le téléphone intégré et lui demande de surveiller les ennemis, ce qu'elle accepte. Avec le soleil se levant derrière lui, Charles vole en avant. Tout semble paisible pour le moment. Il survole un groupe de petites îles, remarque un troupeau de baleines nageant dans la mer et voit les oiseaux volant au-dessus des nuages à côté d'eux. Quand le soleil commence à se coucher, Charles décide de poser l'avion sur la mer pour la nuit. Après avoir atterri en toute sécurité, il se tourne vers Fauna et lui dit qu'ils resteront ici ce soir. Il lui fait ensuite une petite demande, il sort tous ses bagages et lui demande de jeter tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. La princesse regarde ses bagages d'un air absent et Charles explique que bien que le Santa Cruz soit un avion rapide, il deviendra plus lent puis il portera de poids. Il dit à Fauna que si l'avion devient lent, il sera abattu par les ennemis. Elle comprend maintenant et commence à vérifier quoi jeter et quoi garder pendant que Charles s'occupe de son avion. Soudain, une des valises glisse et en essayant de l'attraper, Fauna tombe. Charles se tourne vers elle en entendant un bruit de chute et voit la jeune fille s'agripper au train d'atterrissage de l'avion. Elle glisse de là aussi et commence à se noyer. Charles plonge après elle, la saisit, lui enlève son armure et la ramène à la surface. Après avoir fini de tousser l'eau de mer, Charles lui demande si elle va bien maintenant. Elle s'excuse d'avoir fait une erreur plus tôt et il lui dit de faire attention. Soudain, il remarque une flotte ennemie s'approchant d'eux et demande à Fauna de monter dans l'avion. Elle s'inquiète pour ses bagages, mais Charles lui dit de les oublier et de retourner à son siège. Elle obéit et Charles décolle. La princesse idiote n'a même pas fermé sa fenêtre et panique en silence alors que ses bagages tombent. Bientôt, Charles cache son avion derrière des rochers et la flotte ennemie s'éloigne après n'avoir rien trouvé. Il active ensuite le mode de recharge et explique à Fauna que l'avion se recharge en remplissant son réservoir avec de l'eau de mer. Il faudra toute la nuit pour que les réservoirs soient pleins et ils seront prêts à partir pour le vol demain matin. Fauna commence soudain à frissonner et Charles réalise que leurs vêtements sont encore mouillés depuis leur plongeon plus tôt. Il dit qu'il devrait se changer, mais Fauna lui dit que tous ses vêtements sont perdus maintenant, donc ils n'ont pas d'autre choix que de laisser ses vêtements sécher sur l'hélice pendant qu'ils dînent sur un radeau gonflable. Fauna s'excuse encore une fois de lui causer des ennuis, mais Charles lui dit que ce n'est pas grave. Il va ensuite dormir à l'intérieur de l'avion et Fauna s'inquiète que ce soit trop exigu. Il la rassure qu'il est habitué et lui demande d'éteindre le brûleur avant d'aller dormir. Charles retourne dans le cockpit et commence à regarder la carte tandis que Fauna éteint le brûleur et commence à regarder le ciel car elle n'arrive pas à dormir. Elle commence à fredonner une mélodie et Charles se souvient avoir entendu cette chanson auparavant. Le lendemain matin, Charles range le radeau dans le compartiment à bagages et redécolle. Une autre journée passe paisiblement, mais alors que le soleil commence à se coucher, Fauna remarque des navires ennemis au loin. Charles réagit immédiatement et plonge dans les nuages pour se cacher. Les navires ennemis commencent à s'éloigner et Fauna pense qu'ils ne les ont pas remarqués. Charles le pense aussi et la remercie pour sa vigilance. Cependant, cela crée de nombreux doutes dans son esprit. Il pense qu'il est inhabituel que les flottes ennemies se trouvent dans cette zone.
Il commence à douter que l'ennemi ait une idée de leur itinéraire. Fauna lui demande ce qui se passera si l'ennemi est au courant de leur présence et il lui dit qu'ils enverront immédiatement les redoutables avions de type nouveau après eux. Il dit clairement à la princesse que si les nouveaux types arrivent ici, ils n'auront aucune chance de survivre. Fauna est nerveuse en entendant cela et quand Charles lui demande si elle sait utiliser le pistolet devant elle, elle répond non. Charles croit que leur chance de survie diminue encore plus, mais il est convaincu qu'aucune information sur leur mission top secrète n'a été divulguée aux ennemis. Plus tard, lors d'une pause, Charles calcule qu'ils atteindront l'île de Canaan après-demain, qui est sa destination. Fauna lui demande s'il ne l'emmène pas à la capitale et Charles lui dit qu'il n'est pas censé recevoir la gloire de l'avoir escortée en toute sécurité. Il doit juste la mener à l'île de Canaan d'où le dernier navire survivant de la flotte spéciale la prendra et ils retourneront victorieux à la capitale. Fauna demande à Charles s'il est d'accord avec cela. Leur avion. Quelqu'un d'autre prenant le crédit de son travail, Charles répond qu'il sera très bien rémunéré pour cela. Il dit à Fauna qu'il n'est même pas un pilote régulier, mais un mercenaire, et pour les mercenaires, l'argent est la chose la plus importante qu'ils puissent obtenir d'un travail. Charles explique qu'il gagnera suffisamment d'argent pour durer toute une vie après cette mission, et qu'il cessera alors d'être mercenaire pour vivre une vie paisible sur une île. Fauna n'est pas totalement convaincue, mais elle acquiesce simplement. Soudain, Charles entend quelque chose et éteint rapidement le brûleur. Il remonte dans son avion et prend ses jumelles pour scanner le ciel nocturne. Fauna lui demande s'il y a des ennemis à proximité. Il répond qu'il y a des ennemis à une certaine distance, mais qu'ils ne viennent pas vers eux, donc ils devraient être en sécurité s'ils restent silencieux. Cependant, les navires ennemis semblent chercher quelque chose dans l'eau, et Charles croit que quelque chose ne va pas. Fauna demande nerveusement à Charles s'il est possible que la force aérienne d'Amatsukami ait intercepté un télégramme codé. Charles pense que leur armée ne ferait pas une telle erreur, mais Fauna l'informe que le prince Carlo lui a envoyé une lettre. Dans la lettre, Carlo exprimait sa frustration qu'un membre de la famille royale soit entassé dans un petit avion et traverser l'océan sans garde. Charles ne voit aucun problème à cela, mais lorsque Fauna lui dit que cela a été envoyé via le télégraphe radio militaire, il panique car ce message aurait été beaucoup plus facile à intercepter. Il est tellement frustré qu'il ne regarde même pas Fauna et grimpe sur la queue de son avion. Il commence à se plaindre que des dizaines de ses amis ont risqué leur vie pour agir comme leur pour sa fuite en toute sécurité, mais que cela aurait pu être en vain. Il maudit l'idiot de prince pour ne pas avoir un minimum de bon sens, puis frappe l'avion avant de s'accroupir. Fauna essaie de dire à Charles que le prince s'inquiétait juste pour elle, mais Charles hurle en demandant si s'inquiéter pour sa future épouse donne au prince le droit de mettre en danger la vie de ses soldats. Fauna essaie toujours de dire que le prince voulait juste la rejoindre rapidement, mais Charles ne l'accepte pas. Il s'emporte en lui demandant si Carlo est un idiot qui ne sait pas que les télégrammes peuvent être interceptés. Fauna ne peut que tressaillir à ces remarques et un long silence gênant s'ensuit. Charles prend quelques longues respirations et se calme. Il dit à la princesse que cela ne signifie pas que leur mission est terminée. Il lui dit qu'ils ont encore une chance de survivre grâce à sa capacité à repérer les avions ennemis. Fauna est heureuse d'entendre cela, et Charles dit que s'ils peuvent repérer les avions ennemis avant qu'ils ne les localisent, s'échapper d'eux sera facile. Alors, il demande à Fauna de continuer à faire de son mieux pour sa propre sécurité. Avec cela, Charles lui dit qu'il devrait se reposer maintenant. Il s'excuse pour son emportement précédent et lui tend la couverture de Fauna. Alors qu'elle commence à marcher vers son endroit, elle a soudain une idée et se précipite vers Charles. Cependant, elle est vraiment maladroite et glisse encore une fois, tombant directement dans la mer. Charles saute rapidement après elle et réussit à la sauver. Il lui demande à quoi elle pensait en réchauffant leur corps près du feu du brûleur, et Fauna s'excuse. Elle dit qu'elle voulait juste lui demander de dormir dans un endroit meilleur car cela garantirait qu'il reste en forme pour le reste de leur voyage. Charles lui assure que rester dans le cockpit est suffisant pour lui et plaisante en disant qu'il est bon qu'il ne dormait pas profondément quand la princesse est tombée dans l'eau. Fauna commence alors à parler de comment elle pouvait voir l'océan bleu scintillant depuis sa fenêtre. Elle a toujours voulu le voir de près, mais elle remarque maintenant que ce n'est pas comme elle l'avait imaginé. Charles la taquine en disant que se noyer est la façon la plus proche de voir la mère. Fauna est embarrassée maintenant et, voyant ses expressions, Charles éclate de rire. Elle se joint à lui et après avoir ri jusqu'à en pleurer, elle remarque qu'il semble qu'ils se sont déjà rencontrés. Tandis que Charles ne lui dit rien, il fixe silencieusement son café en pensant au passé. Il travaillait autrefois dans les jardins de la famille de Fauna, mais il se faisait battre par les autres jardiniers. Il n'était pas heureux de travailler avec un bâtard comme lui et maudissait lui et sa mère.
Charles ne pouvait que pleurer après avoir été battu et insulté, alors il allait sangloter à l'ombre de quelques arbres où la jeune et innocente Fauna l'avait trouvé. Elle lui demanda si quelque chose de mal lui était arrivé, mais Charles essuya rapidement ses larmes et cacha son visage en disant qu'il ne pleurait pas. Fauna s'enfuit immédiatement puis revint avec des fleurs. Elle les présenta à Charles qui les prit hésitamment, et Fauna lui sourit. Elle lui dit que les fleurs sont toujours attachées à la terre, mais qu'elles regardent toujours le ciel vaste et libre lorsqu'elles s'épanouissent. Fauna courut vers ses domestiques qui l'appelaient et fit joyeusement signe à Charles. Cette petite rencontre laissa une impression durable sur lui. Il sourit en se rappelant cela, puis s'endort soudainement. Fauna le remarque, prend la tasse de café de sa main et le drape correctement avant de s'asseoir à ses côtés. Elle continue de le regarder doucement et l'appelle doucement pour voir s'il se réveille. Elle s'endort en le regardant et bientôt le jour suivant arrive. Tandis qu'ils avancent, Charles dit à Fauna qu'ils approchent de la zone appelée les Grandes Chutes, l'endroit ennemi le plus fortement gardé. Il demande à Fauna de rester vigilante et elle affirme. Elle continue de regarder autour d'elle et remarque soudainement une tache noire parmi les nuages. Elle le dit à Charles qui panique, mais il est déjà trop tard. Un énorme navire de guerre Amatsukami surgit des nuages, au grand désarroi de Fauna. Charles essaie d'accélérer, mais d'autres navires de guerre entourent leur avion. Son petit avion est entouré de tous côtés. Il réalise qu'ils sont fichus maintenant et ses doutes sur le fait que les ennemis aient des informations sur leur mission se confirment. Fauna est également terrifié pour sa vie et soudain, les navires ennemis tirent des missiles sur eux. Charles esquive rapidement et s'enfuit, mais les missiles continuent de suivre son avion. Fauna essaie de lui dire cela, mais il lui répond qu'il n'a pas besoin de commentaires en direct sur la situation. Il lui conseille de s'accrocher et de ne pas trop parler, sinon elle pourrait se mordre la langue. Il plonge vers la mer et, au dernier moment, change la direction de son avion. Les missiles pénètrent dans l'eau et explosent, créant beaucoup de brouillard et de vapeur que Charles utilise comme couverture pour voler en avant. Cependant, d'autres missiles les suivent. Charles remarque que les navires ennemis sont juste au-dessus d'eux, alors il accélère vers eux et les missiles suivent. Le navire ennemi ouvre le feu sur son avion et Charles esquive tant bien que mal tous les tirs. Les balles font exploser certains des missiles, mais beaucoup sont toujours là. Charles atteint dangereusement près du navire de guerre et change de direction au dernier moment. Il vire autour du navire et s'excuse auprès de toutes les personnes à bord avant que les missiles ne les frappent. Il s'envole alors que le navire Amatsukami en dessous de lui s'enflamme et explose. Fauna est horrifié par la vue de l'avion en flammes et des soldats qui crient en tombant. Pendant ce temps, Charles emmène son avion au-dessus des nuages, mais une rafale de coups de feu les approche. Les balles touchent l'avion et du sang éclabousse partout. Fauna panique et demande à Charles s'il est vivant, mais malgré ses blessures, il ne peut se concentrer que sur la troupe ennemie. Ses pires craintes se sont réalisées, les nouveaux types ont rejoint la flotte ennemie avec plusieurs navires de guerre et les avions de chasse les plus rapides derrière lui. Et le temps qui se détériore rapidement rend la situation encore pire. Charles commence à perdre conscience à cause de la perte de sang, l'avion commence à descendre rapidement et Fauna crie à Charles de tenir le coup. Les nouveaux types commencent à tirer sur elle et elle est terrifiée. En désespoir de cause, Fauna regarde le pistolet devant elle et vise un navire. Elle hésite parce qu'elle n'a jamais fait de mal à personne auparavant, mais appuie sur la gâchette après avoir demandé pardon à Dieu. Cependant, rien ne se passe même après avoir appuyé sur la gâchette, et Fauna panique. Les ennemis sont sur le point de tirer à nouveau quand Charles reprend soudainement le contrôle de lui-même et active le mode sur boost. L'avion s'envole, mais les pilotes Amatsukami le poursuivent. Il continue de tirer sur l'avion de Charles, mais il esquive habilement. Soudain, il entend Fauna pleurer et dire qu'elle ne peut rien faire correctement. Charles promet qu'il la protégera et lui demande de continuer à lui parler pour qu'il ne perde pas connaissance. Fauna lui dit de faire de son mieux et lui rappelle son rêve de prendre sa retraite et de vivre une vie paisible après avoir reçu sa récompense. Il répond que ce n'était jamais une question d'argent. Il dit que jusqu'à présent, toutes ses missions consistaient à tuer l'ennemi, mais pour la première fois, on lui a donné une mission pour sauver la vie de quelqu'un. Charles affirme qu'il voulait accomplir une mission dont il pourrait être fier, même si ce n'était qu'une seule fois. Il continue d'esquiver les tirs ennemis avec habileté et même les pilotes Amatsukami reconnaissent qu'il est un sacré pilote. Soudain, ils reçoivent des ordres du navire de guerre principal de se retirer parce qu'ils ne peuvent pas risquer de s'éloigner trop de la flotte. Les pilotes continuent néanmoins d'avancer pour sauver leur ego tandis que Charles dit à Fauna qu'il aime voler. Il parle de la façon dont tout le monde est libre dans le ciel vaste, malgré ses origines.
Bientôt, le capitaine de la flotte Amatsukami émet un ordre strict à son équipe de se retirer et ils obéissent, bien qu'à contre-séure. Fauna est heureuse et détendue en voyant que l'ennemi a cessé de les poursuivre et bientôt le temps s'éclaircit. Leur avion a presque atteint les grandes chutes, mais il se dirige droit vers elle. Fauna regarde en arrière et voit Charles somnoler et le réveille en lui disant qu'ils vont s'écraser. Charles est surpris, mais malgré sa blessure, il prend le contrôle de l'avion et s'envole. Il est difficile de contrôler l'avion avec une seule main et il manque de s'écraser contre un rocher. Cependant, Charles parvient à surmonter tous les obstacles sur son chemin et arrive en toute sécurité au sommet des majestueuses grandes chutes. Fauna l'encourage en disant qu'ils sont presque arrivés et lui demandant de continuer à faire de son mieux. Bientôt, Charles atterrit son avion près d'une île et après l'atterrissage brutal, Fauna regarde autour d'elle et constate qu'il s'est évanoui. Elle sort rapidement de son siège et vérifie son état. Elle découvre qu'il est vraiment blessé, alors elle le traîne hors de l'avion sur l'île. Après cela, Fauna le laisse se reposer sous un arbre et retourne à l'avion. Pour trouver quelque chose pour l'aider, elle commence par laver la plaie de Charles avec de l'eau propre, puis elle la tamponne avec un chiffon imbibé d'alcool. Charles tressaillit, mais Fauna continue de lui administrer les premiers soins avec détermination dans les yeux. Lorsque le soir arrive, elle a réussi à nettoyer ses plaies et à le bander. Il est inconscient, mais souffre encore de douleurs intenses et a du mal à respirer, alors Fauna lui tient simplement la main pour le réconforter. La nuit tombe et Charles ouvre enfin les yeux en entendant Fauna chanter une chanson en lui tenant la main. Il ferme les yeux immédiatement en ressentant du soulagement de savoir que la princesse est en sécurité, et elle continue de chanter. Le lendemain, Charles se réveille avec des douleurs partout. Soudain, Fauna arrive pour le saluer, ne portant que ses sous-vêtements pendant que ses vêtements sèchent. Charles panique en la voyant ainsi, mais il ne commente que sur la longueur de ses cheveux. Fauna lui dit qu'il la gênait, alors elle les a coupés. Elle lui demande si ça lui va bien et il acquiesce avant de se lever et de se diriger vers son avion. Il remarque les dégâts causés par les tirs sur le fuselage de l'avion et pense qu'il devrait le déplacer dans un endroit sûr pour le réparer. Fauna lui demande de la laisser aider, et quand Charles exprime sa surprise, elle lui demande si elle est censée se détendre pendant qu'une personne blessée fait tout le travail. Charles ne peut que sourire et bientôt, il commence à travailler sur l'avion. Tandis que Charles répare le moteur, Fauna nettoie le sang sur la fenêtre. Charles sort ensuite une vitre de rechange et remplace celle endommagée par les tirs. Plus tard, il couvre l'avion de feuilles pour le cacher des ennemis, puis commence à retirer du poisson qu'il a attrapé. Pour trouver quelque chose pour l'aider, elle commence par laver la plaie de Charles avec de l'eau propre, puis elle la tamponne avec un chiffon imbibé d'alcool. Charles tressaillit, mais Fauna continue de lui administrer les premiers soins avec détermination dans les yeux. Lorsque le soir arrive, elle a réussi à nettoyer ses plaies et à le bander. Il est inconscient, mais souffre encore de douleurs intenses et a du mal à respirer, alors Fauna lui tient simplement la main pour le réconforter. La nuit tombe et Charles ouvre enfin les yeux en entendant Fauna chanter une chanson en lui tenant la main. Il ferme les yeux immédiatement en ressentant du soulagement de savoir que la princesse est en sécurité, et elle continue de chanter. Le lendemain, Charles se réveille avec des douleurs partout. Soudain, Fauna arrive pour le saluer, ne portant que ses sous-vêtements pendant que ses vêtements sèchent. Charles panique en la voyant ainsi, mais il ne commente que sur la longueur de ses cheveux. Fauna lui dit qu'il la gênait, alors elle les a coupés. Elle lui demande si ça lui va bien et il acquiesce avant de se lever et de se diriger vers son avion. Il remarque les dégâts causés par les tirs sur le fuselage de l'avion et pense qu'il devrait le déplacer dans un endroit sûr pour le réparer. Fauna lui demande de la laisser aider, et quand Charles exprime sa surprise, elle lui demande si elle est censée se détendre pendant qu'une personne blessée fait tout le travail. Charles ne peut que sourire et bientôt, il commence à travailler sur l'avion. Tandis que Charles répare le moteur, Fauna nettoie le sang sur la fenêtre. Charles sort ensuite une vitre de rechange et remplace celle endommagée par les tirs. Plus tard, il couvre l'avion de feuilles pour le cacher des ennemis, puis commence à retirer du poisson qu'il a attrapé. Alors qu'il discute joyeusement, il entend le bruit des navires ennemis. Il éteint immédiatement le feu et se cache sous les arbres. Après le départ de l'avion ennemi, il s'enfonce plus profondément dans l'île, traversant un épais bosquet d'arbres et repérant les singes étranges qui y vivent. Bientôt, ils arrivent à un champ de fleurs et Fauna ne peut cacher son excitation en les voyant. Elle gambade parmi les fleurs, et la voir rire si insouciamment rappelle à Charles leur rencontre dans leur enfance. Plus tard, il s'assoit au bord de la falaise et profite du coucher de soleil et de la brise fraîche tandis que Fauna fredonne une chanson. Charles parle de la chanson et Fauna lui dit qu'une servante qui travaillait chez eux la lui a apprise pendant son enfance.
Charles lui dit que sa mère lui chantait aussi la même chanson chaque nuit avant d'aller se coucher. Il raconte à Fauna qu'il travaillait avec sa mère pour sa famille. En entendant les détails, Fauna réalise que Charles est le fils de la même servante qui lui avait appris la chanson. Plus tard, elle soigne ses blessures et Charles lui demande si elle se souvient encore de ce que sa mère lui avait dit. Fauna répond qu'elle s'en souvient bien. Quand elle était petite, elle avait du mal à dormir dans le noir, mais alors la mère de Charles entrait discrètement dans sa chambre et lui chantait une berceuse. Un jour, le père de Fauna l'a découvert et a banni la mère de Charles de sa maison avec colère. Fauna se blâme pour cela et Charles lui dit que sa mère n'a jamais pensé du mal d'elle. Fauna demande si sa mère va bien, et Charles lui dit tristement qu'elle est décédée peu de temps après avoir quitté le manoir. La princesse est en larmes à cette révélation, et d'une voix tremblante, elle dit à Charles que sa mère lui a appris à être gentil. Elle commence à la pleurer et Charles lui dit que sa mère doit sourire en les regardant de là-haut. Il la réconforte en disant qu'elle ne devrait pas pleurer jusqu'à ce qu'elle atteigne la capitale. Fauna arrête de pleurer et lui dit qu'elle ne veut pas aller à la capitale. Elle déclare qu'elle veut continuer à voler dans le ciel et demande à Charles de l'emmener avec lui. Il la stoppe et lui dit qu'il ne peut pas faire ça car tout le monde souhaite qu'elle atteigne la capitale en toute sécurité. Fauna lui demande avec colère si personne ne se soucie de son souhait et quand il ne répond pas, elle fait la moue et prend la bouteille de whisky. Elle commence à boire même si Charles lui demande d'arrêter. Il lui demande de lui donner la bouteille mais elle court en avant et boit encore plus avant de demander à Charles ce que cela lui importe. Elle commence à se saouler et le traite de lâche, disant que la veille, il parlait de comment le statut et les origines n'avaient pas d'importance dans le ciel, mais qu'il a maintenant changé son discours. Elle le traite d'idiot et dit qu'il ne peut même pas se comparer au prince Carlo qui est beau et honnête. Charles lui dit d'arrêter de faire l'imbécile, mais Fauna ne réalise même pas qu'elle est sous l'influence de l'alcool. Elle lui demande de danser avec elle et il refuse poliment. Il prétend qu'il n'est pas un noble et n'a jamais appris à danser, mais cela donne une idée à Fauna et elle déclare qu'elle va lui apprendre à danser. Elle lui prend la main et le traîne en se balançant avec lui même s'il la supplie d'arrêter. Soudain, il trébuche et Charles se retrouve sur Fauna. Il se regarde intensément dans les yeux, puis Charles rejette toutes les pensées qui lui viennent à l'esprit et aide Fauna à se relever. Elle commence à chanceler et se penche contre lui, puis soudain, elle commence à pleurer en le frappant. Charles est confus par ses actions et ne comprend même pas ce qu'elle veut. Plus tard, Fauna s'endort et Charles veille sur elle en fredonnant la même chanson et en regardant les étoiles dans le ciel nocturne. Ils enlèvent les feuilles qui couvrent leur avion, et Effa essaie nerveusement de s'excuser auprès de Charles pour ce qu'elle a fait la nuit précédente. Charles ne lui laisse même pas le temps de finir son excuse et remarque qu'ils ont une bonne couverture nuageuse aujourd'hui, donc ils devraient décoller ensemble une dernière fois. Fauna n'est pas heureuse d'entendre que la fin de leur voyage est proche. Ils décollent bientôt, et Charles dit à Effa qu'ils atteindront l'île de Canaan dans l'après-midi et qu'ils se sépareront de là. Elle lui demande s'il est d'accord avec ça, et il répond que, pour l'instant, tout ce à quoi il peut penser est d'atteindre leur destination en toute sécurité. Il croit qu'ils pourraient encore rencontrer des ennemis, donc ils doivent privilégier leur survie pour l'instant. Fauna réfléchit à ces paroles, puis demande soudainement à Charles de lui apprendre à utiliser l'arme. Elle explique qu'elle a essayé de l'utiliser hier, mais que cela n'a pas fonctionné. Charles lui dit que le verrou de sécurité devait être enclenché. Fauna commence à le chercher et, grâce aux instructions de Charles, elle le trouve et le déverrouille. Charles n'est pas tellement sûr de vouloir laisser une princesse manipuler une arme meurtrière, mais elle insiste, alors il lui demande de tirer seulement lorsqu'il lui donne l'ordre, et elle obéit. Charles essaie de la convaincre qu'ils n'auront probablement même pas besoin d'utiliser l'arme parce que l'ennemi ne les trouvera pas, mais apparemment, il se porte la poisse. Il entend la voix des avions ennemis mais ne peut pas déterminer d'où ils viennent. Il craint le pire et croit qu'ils ont été entourés encore une fois, mais Fauna lui dit que les navires ennemis sont à gauche derrière eux. Charles change immédiatement de direction et prend de l'altitude, mais les navires ennemis le suivent. Fauna le tient informé de leur nombre et de leur direction, et il lui dit qu'il va essayer de les semer. Il plonge dans les nuages pour échapper, mais deux grands hélicoptères sont déjà stationnés au-dessus de lui. Ils ouvrent le feu sur lui, et Charles esquive à peine le premier round d'attaque. L'assaut s'intensifie, et avec les canons, les navires commencent à déverser des balles sur lui aussi, mais Charles esquive tout. Il active le surpresseur pour avancer, mais à sa grande surprise, deux hélicoptères bloquent son chemin. Il tire également sur lui, et Charles prend un virage brusque au dernier moment avant que leur tir ne puisse le toucher. N'ayant pas d'autre choix que de se faufiler à travers les ennemis, il décide de prendre un grand risque et fonce droit sur eux. Fauna ne peut que crier les yeux fermés, mais Charles évite toutes les balles,
se faufile à travers le petit espace entre les deux navires et atteint la zone de sécurité. Fauna est détendu, mais Charles lui dit qu'ils ont un autre problème devant eux, cette fois un seul avion de chasse du nouveau type, et il flotte juste devant eux sans bouger. Charles le dépasse et remarque le dessin d'un chien sur le navire. Il le reconnaît immédiatement comme étant l'avion de chasse qui a abattu son précédent avion et lui a donné des cauchemars. Le pilote du nouveau type ouvre sa fenêtre, et Charles dit à Fauna que c'est une vieille manière à Matsukami de régler les comptes entre pilotes de chasse. Le pilote à Matsukami le défie en duel, et Charles sait que c'est la meilleure chance de l'ennemi pour les abattre. Après tout, éviter un pilote hautement qualifié est beaucoup plus difficile que d'éviter une flotte de pilotes médiocres. Charles dit à Fauna qu'ils vont essayer de s'échapper, et elle est d'accord. D'un autre côté, le pilote à Matsukami se prépare pour un duel et commence à suivre le navire de Charles. Charles traverse un nuage et, en revenant dans l'air libre, il constate que le pilote ennemi est introuvable. Fauna le remarque venant directement du ciel, et grâce à ses instructions, Charles se déplace rapidement. Fauna se demande pourquoi le pilote ennemi ne tire pas sur eux, et Charles répond qu'il ne veut tout simplement pas gaspiller des munitions en tirant lorsqu'ils ne sont pas dans son champ de tir. Charles met tous ses efforts pour surpasser son adversaire et effectue divers tours dans le ciel pour le faire reculer. Fauna essaie aussi de viser le navire ennemi, mais les changements constants de trajectoire rendent difficile le maintien de l'arme stable. Charles essaie de semer l'ennemi en plongeant vers la mer, mais il ne réfléchit même pas et le suit. Bientôt, le nouveau type supérieur rattrape l'avion de Charles, et il n'a d'autre choix que de changer à nouveau de direction. Il monte droit vers le ciel, et le pilote à Matsukami le suit, ce qui est exactement ce que Charles veut qu'il fasse. Il se dirige directement vers le soleil et se déplace brusquement pour éblouir son ennemi. Cependant, le pilote ennemi était préparé pour cela et utilise sa technologie supérieure pour stabiliser rapidement son avion et poursuit Charles, qui n'avait pas anticipé une réaction si rapide. Il se sent condamné maintenant parce que le pilote à Matsukami est juste derrière lui. Le pilote à Matsukami prend visée sur le navire de Charles et met ses mains sur la gâchette, mais à sa grande surprise, Fauna a également pris son visé. Charles panique, pesant la moralité de sa prochaine décision, mais crie ensuite à Fauna de commencer à tirer. Elle appuie sur la gâchette, et immédiatement après, le pilote ennemi fait de même. Les deux avions tirent l'un sur l'autre et subissent quelques dommages, tandis que le navire de Charles est seulement effleuré par les balles. Le navire ennemi reçoit quelques tirs mortels sur ses ailes. Bientôt, des débris tombent dans la mer. Charles ouvre les yeux et se retourne pour voir Fauna stupéfaite par ce qu'elle vient de faire. Cependant, plus surprenant encore, c'est que le navire ennemi vole encore après avoir perdu une moitié d'aile. Charles croit que c'est grâce à la grande compétence du pilote, et il fait voler son navire parallèlement au sien. Le pilote à Matsukami se rend compte qu'il a été vaincu parce qu'il a sous-estimé Fauna, pensant que, parce qu'elle était une femme, elle ne tirerait pas. Mais elle lui a prouvé le contraire. Charles salue alors le pilote, qui rend le geste, puis ils partent vers leur destination sans être poursuivis. Bientôt, Charles atterrit avec son avion à un endroit avec des rochers et une tonne de mouettes, l'île de Canaan, qui est la destination finale de sa mission. Charles dit à Fauna cela et ajoute qu'ils doivent maintenant attendre l'équipe de récupération venant de l'Empire Levam. Fauna est un peu contrariée. Elle s'assoit et commence à toucher doucement les trous de balles sur les ailes de l'avion, souhaitant pouvoir emporter le Santa Cruz avec elle parce qu'elle s'y est beaucoup attachée. Charles dit à la princesse qu'elle peut désormais se considérer comme une pilote avec fierté parce qu'elle a vaincu un ennemi. Il lui dit que pour les pilotes, les avions sont leurs amis et leurs familles les plus proches. Fauna répond qu'elle a pu vaincre l'ennemi uniquement parce qu'il a appelé son nom à la fin, et Charles lui dit nerveusement qu'il pensait qu'ils allaient mourir, donc il a paniqué un peu. Fauna rit de lui, puis dit qu'elle a enfin été utile. Puis elle demande soudainement à Charles de venir avec elle à la capitale, mais il répond que ce n'est pas permis. Fauna remarque que c'est injuste et il répond que les commandants ne peuvent pas laisser le monde savoir que celui qui a sauvé la princesse n'était pas la flotte spéciale, mais un pilote mercenaire de s'en mêler. Fauna se lève et demande à Charles de monter au moins à bord de son avion et de venir avec elle pour participer aux célébrations. Il lui dit silencieusement qu'il ne recevra pas de récompense dans ce cas. Fauna saisit soudainement ses épaules et lui demande s'il n'a pas dit que ce travail n'était pas une question d'argent. Charles essaie de trouver des excuses, et Fauna crie qu'il ment avec des larmes dans les yeux. Elle lui demande s'il se sentira bien s'il ne la revoit jamais. Ces mots blessent Charles, et il ne trouve pas de réponse, alors il baisse simplement la tête. Il reste ainsi un moment, sans prononcer un autre mot qui pourrait ajouter à leur chagrin. Bientôt, le véhicule de Fauna arrive, et Charles remarque qu'il convient vraiment à une princesse.
Le gigantesque hélicoptère s'arrête devant eux, et Charles dit à Fauna qu'ils vont probablement l'empêcher de monter à bord du navire. L'hélicoptère descend et crée de fortes vagues qui secouent le navire de Charles. Il tient Fauna pour qu'elle ne perde pas son équilibre et tombe dans la mer. Comme d'habitude, un bateau à moteur est descendu de l'aéronef et vient rapidement chercher Fauna. Voyant qu'ils n'ont plus que quelques secondes ensemble, Charles prie pour que l'avenir de Fauna soit rempli de bonheur et d'accomplissement. Il dit qu'il n'aurait pas survécu à ce voyage si elle n'avait pas été là pour veiller sur lui. Fauna devient émotive et se penche contre lui, disant qu'elle serait également morte sans lui. Charles contrôle son désir profond de la prendre dans ses bras et dit à Fauna qu'elle sera toujours son espoir. Elle ne peut que supporter ces mots en silence jusqu'à l'arrivée du bateau. Le capitaine pointe immédiatement son arme sur Charles et lui ordonne de s'éloigner de la princesse. Ces hommes installent une plateforme pour monter à bord du navire, et le capitaine se place entre Fauna et Charles, puis le frappe au visage, lui disant de connaître sa place. Fauna crie alors que Charles tombe au sol, mais lorsqu'elle va le vérifier, le capitaine l'arrête. Ses subordonnés la saisissent et l'emmènent alors qu'elle leur dit qu'elle veut que Charles vienne avec elle aussi. Cependant, un soldat lance un sac contenant sa récompense à Charles, et le capitaine lui demande de vérifier le montant. Il insiste même pour que Charles le fasse rapidement, alors il ouvre la poche et découvre qu'elle est remplie de poussière d'or. Le capitaine avide se penche pour vérifier le montant et dit à Charles qu'il est assuré pour la vie avec cela. Puis il glisse discrètement 2 poignées de poussière d'or dans sa poche en disant à Charles de se montrer reconnaissant de ne pas signaler qu'il était si proche de la princesse plus tôt. Il le menace que si quelqu'un le découvre, il sera abattu sur place. Charles reste là, l'air morne, tandis que Fauna lui dit de garder courage car il a fait des choses que personne d'autre ne pourrait. Elle continue de lui dire qu'aucun de ces idiots avares ne peut le comparer à lui, puis le capitaine ordonne à ses hommes de se mettre en mouvement. Le bateau accélère, et Fauna ne peut que continuer à appeler le nom de Charles. Il reste à sa place et relève la tête seulement lorsqu'il voit l'hélicoptère se lever. Il regarde le sac de poussière d'or, puis se met en colère contre son lâche comportement. Cependant, il jette un coup d'œil à son navire et se lève. D'autre part, Fauna se dirige directement vers le commandant de l'hélicoptère, lui demandant comment ils ont pu traiter le héros qui a sauvé sa vie comme un chien. Elle s'accroche à lui, demandant si c'est ainsi que le grand empire Levan se comporte. Le commandant lui demande de se calmer, puis regarde le capitaine du bateau qui essaie de paraître arrogant et dit que la princesse a dû être trompée par le pilote. Il dit que bien que Charles ait agi de manière noble devant Fauna, il n'a pas pu cacher sa cupidité lorsqu'il a vu la récompense devant lui. Fauna est furieuse contre lui, mais elle remarque soudainement le navire de Charles passant devant elle. Elle est ravie de le voir et demande au commandant de lui permettre de dire au revoir. Le capitaine dit qu'elle ne devrait pas faire de bruit maintenant, et Fauna demande pourquoi elle ne peut pas dire au revoir à celui qui a sauvé sa vie. Le capitaine, arrogant, demande si l'impératrice future va faire honte à sa famille en agissant ainsi. Fauna est en colère et l'ignore simplement, se dirigeant vers la porte. Les gardes restent fermement en place, et elle leur demande de la laisser passer. Ils ne suivent pas ses ordres, et le capitaine prétentieux lui dit qu'elle n'a pas le pouvoir de commander qui que ce soit jusqu'à ce qu'elle épouse le prince. Il vient derrière Fauna, lui disant de faire attention à sa position actuelle et lui demandant de venir tranquillement. Cependant, elle en a assez de ses discours et se retourne, lui ordonnant de reculer. Le capitaine est surpris par son soudain élan de confiance et trébuche. Fauna s'approche de lui et le fixe, lui disant de ne pas dépasser ses limites. Soudain, le capitaine voit que la poussière d'or s'échappe de sa poche et panique alors que tout le monde le voit. Il essaie de la ramasser tout en disant que ce n'est pas ce que cela semble être. Fauna se rend alors de nouveau vers les gardes et les fixe sévèrement. Les gardes transpirent, mais le commandant leur demande de se retirer. Ils sont soulagés de recevoir cet ordre, et Fauna court joyeusement vers l'extérieur. Elle traverse les différents ponts à l'intérieur du gigantesque navire, manquant presque de percuter divers travailleurs parce qu'elle ne peut contenir son excitation. Elle continue de courir, et tout le monde est surpris de voir une fille aussi libre d'esprit. Elle atteint bientôt le toit et, après s'être habituée au vent rapide, elle regarde devant elle pour voir l'avion de Charles glissant à côté d'eux. Il se retourne et voit Fauna courant sur le pont du navire. Charles est heureux et décide de la saluer de près. Il vole parallèlement à elle un moment, puis monte dans le ciel pour réaliser divers tours acrobatiques pour son plaisir. Fauna est émerveillée de le voir faire des saltos dans les airs et lui fait un signe de la main. Charles vole près du navire une fois de plus, puis soudainement, Fauna voit des particules d'or volant juste devant elle. Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, une pluie de poussière d'or tombe du ciel,
remplissant la zone environnante de sa radiance. Charles sort des poignées de poussière d'or de sa récompense, une par une, et les laisse à l'extérieur de sa fenêtre ouverte, créant un phénomène éblouissant. Tout le navire est couvert de son acte gracieux, et tous les travailleurs commencent à l'applaudir et à siffler pour lui. Fauna se dirige vers le bord du navire et se réjouit de la gloire dorée avec bonheur. Elle est envahie par les émotions mais les accepte avec grâce et fait un signe de la main à Charles en le remerciant pour tout. Il la regarde attentivement puis sourit pour lui-même avant de s'éloigner dans le vaste ciel bleu, tandis que Fauna le regarde disparaître à l'horizon. Avec le temps, la princesse Fauna se consacre à devenir un pont pour la paix entre l'Empire Levam et l'Empire Amatsukami, gravant son nom dans l'histoire. Quant à Charles Corino, aucun enregistrement n'existe après ces événements, car il a complètement disparu de l'armée et de l'Empire après avoir terminé sa mission. L'histoire du pilote et de la princesse ensemble semble être terminée, mais ce qui est arrivé à eux après cela reste inconnu, laissant espérer qu'ils se sont peut-être retrouvés. Salut les amis! On a une mission de folie, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez les vidéos cool et pleines de surprises, alors abonnez-vous, likez et partagez avec vos potes. Ensemble, on va exploser les compteurs. Merci pour votre soutien incroyable. Votre soutien est précieux et m'aide énormément. Merci beaucoup.